Je voulais faire une audio vu que ça fait très longtemps. C'est la plus grande pause que j'ai jamais faite. Et pour cause, la dernière fois que j'ai fait une audio, c'était pour les émeutes de Naël. Donc je vous laisse calculer. En fait, apparemment, ça fait à peu près un an. Je crois que c'était en juillet, il me semble. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Peut-être ça fait un peu moins, peut-être ça fait un peu plus, je sais pas. Peu importe, en tout cas, ça fait longtemps. Ça fait plusieurs mois. Cette pause est multifactorielle, hein. En fait, en août de l'année dernière, j'ai eu une sorte de petit problème de santé. Rien de vraiment grave. Mais voilà, du coup, j'avais pas trop la tête avec les audios. Puis, il y a encore un autre truc, c'est que... Bon voilà, me demandez pas pourquoi, mais j'ai un peu... Voilà, bon, disons que... Comment expliquer ça? Euh, Mes facultés intellectuelles sont un peu différentes, on va dire. C'est-à-dire que, voilà, bon, bref. Je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, bon, bref. Euh, Oui, c'est-à-dire, en fait, j'ai un petit souci au niveau de... En fait, mon intelligence est la même en soi, mais ma mémoire est différente et ma capacité à emmagasiner les informations. Du coup, comment dire, ça m'handicapait lorsque j'allais faire une audio. Enfin bon. Puis la raison principale, hein, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas extrêmement prolifique, même à l'époque, parce que faire une audio en soi, c'est vraiment pas facile. Hein. Faut déjà les idées, faut la locution, enfin, voilà, faut la bonne diction, faut pas se perdre dans ses idées, etc. C'est vraiment pas évident. Je vous invite à essayer, c'est pas si facile que ça. Juste faire une audio comme ça, on s'en fout totalement de la qualité, bien sûr, pas de problème, mais faire un truc un minimum potable, voilà. En fait, quand tu parles, t'es moins intelligent que quand tu réfléchis. Ça, faut comprendre ça aussi. Enfin, bon, bref. Donc, je voulais revenir avec un... En fait, déjà, j'hésitais beaucoup sur quel sujet j'allais revenir, voilà. Et je me suis dit, bon, en fait, j'hésitais entre un sujet important et un sujet pas important. Voilà, on va dire ça comme ça. Et finalement, bah, ce sera celui-ci, c'est-à-dire, comme le titre l'indique, est-ce que les gauchistes sont irrécupérables? Parce que, à l'époque, il me semble qu'il y avait une audio comme ça que j'avais faite où je parlais des gauchistes et que je disais que la différence principale entre les gauchistes et les gens normaux, c'est que les gauchistes euh, sont méprisants. Alors c'est vrai, mais ce qu'il faut préciser, c'est que en réalité, les personnes de droite ne sont pas forcément totalement différents. Alors on pourrait dire du coup en quoi ça en fait une différence, mais si parce que il y a des personnes en réalité qui sont de droite et qui pourtant ont plus ou moins un logiciel de gauche. Par exemple, c'est le cas de Conversano. Attention, Conversano, j'ai le plus grand respect pour lui, mais faut comprendre, notamment par exemple Conversano dans son cas, justement, lui, il est, c'est ses parents qui étaient de droite. Ses parents ont voté Front National. Ça veut dire qu'il n'a pas eu il est pas passé par une étape où il était de gauche, puis il est devenu de droite. Moi, c'est totalement le contraire. Moi, au départ, j'étais de gauche. Au départ, quand j'étais adolescent, par exemple, vous m'auriez parlé à ce moment-là, je vous aurais dit, ah bah non, le racisme, c'est mal, etc. Mais faut dire que même à l'époque, j'avais déjà les prémices qui allaient faire de moi quelqu'un de natio. C'est-à-dire que par exemple, si j'avais rencontré à l'époque quelqu'un de natio, même quand j'étais adolescent, ben, contrairement à ce que font les gauchistes, ben, moi à l'inverse, je l'aurais écouté. Je lui aurais pas dit ah ben non t'es un raciste, t'es un facho, voilà etc. Non, au contraire même j'aurais été intéressé, je me serais dit, j'aurais condamné, voilà j'aurais contre-argumenté, je me serais placé en opposition à lui. Par contre, j'aurais pas agi avec colère, j'aurais pas agi avec méchanceté, avec mépris, avec voilà, en étant rebuté, en fuyant. Je dis pas que j'aurais forcément recherché le débat parce que je me serais dit dans ma tête, il a pas forcément grand chose à dire, mais si lui avait dit des choses, je l'aurais écouté en revanche et j'aurais répondu à ce qu'il a dit. Et s'il avait pu effectivement m'ébranler dans mes convictions, voilà, enfin bref. D'ailleurs même à l'époque, je le pensais, je me disais mais se dire antiraciste, ça n'a vraiment ô combien rien d'original en réalité. Tu te dis antiraciste, bah, tout le monde se dit antiraciste.
euh, limite, n'en parle même pas, quoi. C'est la normale c'est la plus grande normalité, quoi. Ça m'avait l'air, mais tellement banal, tellement ordinaire. Un truc de fou. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais adolescent, je m'interrogeais sur la différence entre la gauche et la droite. Parce que j'avais des connaissances qui en parlaient, qui parlaient de politique et tout. Et je me souviens, je marchais avec un gars, puis je lui ai dit, en fait, je lui ai demandé de m'expliquer c'était quoi la différence entre la gauche et la droite. Ce gars-là n'était pas vraiment un ami. Et du coup, il me dit, ouais, mais c'est ça, ce serait un peu trop compliqué de t'expliquer. Et là, je lui dis ce que moi j'ai compris. Et voilà, je lui ai un peu résumé ce que j'avais compris plus ou moins de la gauche et de la droite. Et il m'a dit, ouais, c'est ça, mais c'est vraiment très très résumé. Voilà. Ben, justement, il conviendrait peut-être éventuellement de définir ce que, selon moi, résume ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite. Pour moi, la gauche, j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, j'en reparle. Pour moi, la gauche, ça constitue en réalité le groupe. Ça en constitue en fait, euh, en fait, dès qu'on commence à avoir l'idée de contrôler, de décider de la vie des autres, on entre dans la gauche, pour moi. Quand il s'agit par exemple de placer des règles de sécurité pour empêcher les gens qu'ils se blessent, qu'ils fassent n'importe quoi, on est dans la gauche. Dès qu'on va rentrer dans des choses où il s'agira de contraindre ou d'obliger, peu importe quel type de contrainte, peu importe quel type d'obligation, on est dans la gauche. Il y a plusieurs manières, une infinité même de manières d'être de gauche en réalité. Et être de gauche n'est pas forcément lié à la gentillesse ou à la charité ou des choses comme ça. Et la droite, à l'inverse, la gauche, c'est davantage la sécurité, c'est d'ailleurs davantage la féminité, de manière plus générale. Euh, la droite, à l'inverse, la droite, c'est l'opposé de la sécurité, c'est-à-dire la liberté, et c'est davantage l'individu. Donc, dès le moment où on part du principe que les gens, au contraire, peuvent décider par eux-mêmes ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, plus on est libertaire dans sa politique et plus on est de droite. Voilà. Plus on est permissif, plus au contraire on va faire une politique qui va permettre des choses, qui va aider les gens à, et plus on est davantage dans la droite. Par exemple, on associe davantage la charité à la gauche et au contraire l'individualisme à la droite. Alors, en soi, moi je veux bien, parce qu'effectivement la gauche c'est le collectif, donc en fait tu vas cotiser entre les gens, puis tu vas redistribuer l'argent, donc on se dit ouais la gauche a bon cœur et tout, mais en fait c'est plus compliqué que ça, parce que la droite n'est pas spécialement opposée à la charité, par contre c'est la charité volontaire, c'est-à-dire que tu vas rien donner que tu n'as pas envie de donner, voilà. Donc même la charité se fait de manière plutôt individuelle quand on est de droite. À l'inverse de la gauche où on va se dire, où on va même vouloir imposer, où on va même vouloir obliger pour dire ah ben non mais parce qu'il y a des pauvres donc t'es obligé de. Et quand t'as un logiciel de droite, t'aimes pas cette idée. Même quand c'est bien intentionné, l'idée d'obliger les gens, c'est un truc que tu n'aimes pas en tant que personne de droite. Mais là, je parle pas tout à fait de, de personnes de gauche, je parle plus précisément de gauchistes. Apparemment, il y a bel et bien une différence. Effectivement, le gauchiste est une personne qui... en fait, c'est la néo-gauche, tout simplement. L'idée, en fait, c'est... Quand t'es gauchiste, c'est à peu près un synonyme de woke. C'est-à-dire... euh, voilà, bon, le féminisme n'a plus la même énergie aujourd'hui qu'il l'avait avant. Ça a été remplacé par le... Ça a été supplémenté, ça a été phagocyté par le LGBTisme. Justement, aujourd'hui, les femmes se plaignent, par exemple... euh, dans le sport que y ait des trans avec des corps d'hommes qui vont concourir avec des femmes. Voilà, donc en fait le féminisme n'a plus la même portée et forcément, bon, je pourrais développer ce point, mais je vais peut-être pas le faire pour pas faire trop long. Euh, voilà, c'est en fait d'être antiraciste, de se dire que les blancs doivent se sentir coupables, qu'ils ont une sorte de dette envers les personnes racisées, voilà. Même racisées, c'est un terme de gauchiste. Enfin voilà, et c'est des personnes qui ont une sorte de carcan mental et qui ne sont pas capables de sortir de ce carcan mental. Et la question c'est, est-ce que les gauchistes sont, euh, sont irrécupérables? J'allais même poser la question plutôt, est-ce que le gauchisme est une maladie mentale? En fait, il faut comprendre que
Contrairement à ce que j'ai pu dire, les gauchistes, à la base, ils sont comme nous, en réalité. Au départ, tu nais, tu grandis, et, euh, et tu découvres ce qu'est le bien et le mal. Et tu comprends que tu peux faire du mal aux autres, et que, à contrariori, on peut t'en faire à toi. Et donc, on a tous une manière assez propre de se placer, on a tous un rapport propre et un rapport qui nous est propre au bien et au mal. On a tous un rapport différent, un rapport personnel au bien et au mal. Certaines personnes vont se dire, ben je peux faire le mal du moment que ça ne me nuit pas, du moment que ça ne me retombera pas dessus, voilà, du moment que je ne serai pas trop puni ou que je ne serai pas puni, qu'on ne saura pas que c'est moi. Je peux faire du mal si on ne sait pas que c'est moi. Je peux faire du mal si c'est pas beaucoup de mal, voilà. Je peux faire du mal si les gens disent que c'est mal, mais moi je pense que ce n'est pas si mal que ça, et qu'en réalité personne ne souffre en réalité, donc pourquoi pas, voilà. Par exemple, tu vas tricher dans un examen, et dans ta tête, tu vas te dire, ben, je ne fais de mal à personne, puisque je ne vais faire que mieux réussir mon examen, et finalement je fais du mal à qui, puisque en fait je réussis mieux, et voilà. Voilà, c'est un peu cette idée, parce que là je touche à ce qu'est le moralisme, voilà. Justement, très tôt, lorsqu'on est enfant, et ça vient des religions, même si on pourrait dire que les religions ont créé le moralisme, mais on pourrait aussi inverser le truc, on pourrait dire que c'est plutôt le moralisme qui a créé les religions. L'œuf ou la poule, c'est difficile à établir, mais en tout cas les deux sont très liés. C'est-à-dire que même des personnes totalement éloignées, opposées à la religion, fonctionnent toujours avec un logiciel moraliste. C'est-à-dire qu'ils vont imposer leur propre vision du bien et du mal, et quand tu es moraliste, justement, tu ne réfléchis pas en termes de plaisir et de souffrance, tu réfléchis à l'inverse, en termes euh, de bien et de mal. En fait, tu vas séparer le bien du plaisir et le mal de la souffrance. Bah, c'est dur à expliquer, mais voilà. Bon, disons qu'en fait, le moraliste, il va te dire que quelque chose est mal, il va pas falloir discuter avec lui. Ça veut dire que même si tu lui demandes mais pourquoi c'est mal, finalement je fais de mal à personne, il va te dire mais non c'est mal, et si tu le contestes, ben du coup t'es mauvais, voilà. Et donc il faut comprendre que les gauchistes en réalité on est tous atteints par des traumatismes, et ces traumatismes, selon les traumatismes qu'on subit, cela va forger notre personnalité. Et évidemment, une personnalité ne se forge pas que à travers les traumatismes, mais ça a quand même un grand impact sur qui tu seras. Et selon les choses justement que tu vivras, eh bien, tu ne verras pas le monde de la même façon. Selon les choses que tu subiras, selon les problèmes que tu vas rencontrer, tu ne verras pas les choses de la même façon. Forcément, si tu demandes à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette société, eh bien, selon les épreuves qu'il aura traversées, la réponse ne sera pas la même, et sa réponse sera totalement influencée par les difficultés qu'il aura vécues. Et donc, il est à souligner qu'on ne traverse pas tous les mêmes, qu'on ne vivra pas tous les mêmes traumatismes, premièrement, mais aussi que, par contre, on vivra tous des traumatismes, peu importe lesquels. L'ennui est déjà un traumatisme en tant que tel. C'est l'un de mes traumatismes d'ailleurs. Moi, justement, l'une des raisons pour lesquelles je suis de droite, c'est que l'une des choses qui a gâché ma vie, c'est les gens qui m'interdisent des choses. Justement, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu m'amuser, j'ai toujours voulu faire des choses. Et on m'a toujours dit non, ça c'est dangereux, non, faut pas faire ça parce que euh, s'il y a ne serait-ce que le risque de ne serait-ce que déranger une seule personne, eh ben il faut l'interdire. Voilà, c'est toujours dans cette mentalité-là. On m'a parfois jugé, parfois pour ce que j'ai dit, voilà. Mais enfin bon, bref. Là, je parle de moi, bon, c'est pas forcément le but. On vivra tous des traumatismes, je disais. Même l'ennui peut être un traumatisme. En réalité, le traumatisme, ça peut commencer par très peu de choses. Et ces traumatismes vont donner lieu à des peurs. Et à ce moment-là, les peurs en elles-mêmes ne seront pas traitées, ne seront pas vécues. Le rapport que tu as avec tes peurs ne sera pas le même qu'un autre. Chacun a sa propre manière de gérer sa peur, et chacun aura sa propre relation à ses peurs. Et la plupart des gens ont une relation antagoniste. Ils ne considèrent pas que la peur peut aussi être une amie, et que la peur, en réalité, le but de la peur, c'est pas seulement de te prévenir du danger, c'est aussi
que tu puisses la surmonter et que tu puisses devenir plus fort. D'ailleurs, justement, la force est une valeur de droite, alors que la gauche, là où, à l'endroit où, au moment où la droite va parler de force, la gauche va parler d'amour. C'est totalement opposé. Et là, tu vois l'opposition homme-femme, justement, masculin-féminin, justement. Et justement, pour le coup, on peut même souligner un défaut de la droite, c'est bel et bien un défaut, c'est-à-dire que euh, là où, euh, là où la gauche va dire «Ah, faut avoir du cœur, faut l'aider», bah, la droite va dire, ça dépend bien sûr, mais pourra avoir tendance à dire «Ah, mais c'est de sa faute, il est trop faible, j'ai pas à l'aider», même au contraire, limite, je vais même l'écraser, quoi. Voilà. Ça peut aller jusque-là, mais pas forcément, mais voilà. Et donc, voilà, la plupart des gens n'ont pas cette mentalité de se dire si j'ai peur, c'est pour que à un moment donné, un moment ou à un autre, tôt ou tard, même si ça peut être très difficile, ça peut être même parfois extrêmement difficile, eh bien le but, in fine, c'est quand même de surmonter, d'affronter sa peur et de pouvoir la surmonter. La plupart des gens vont associer leur peur comme étant antagoniste, comme étant ennemi, comme étant le mal. Donc ils vont avoir peur de quelque chose et ils vont se dire c'est le mal. Et ils vont se dire si seulement ma peur n'existait pas, si seulement ce qui me fait peur n'existait pas, et ça peut être un concept, c'est pas obligatoirement quelque chose de concret. Parfois c'est à la fois quelque chose de concret et à la fois abstrait, à la fois spirituel. Et donc ils vont souhaiter que cette peur n'existe pas. Ils vont se dire cette peur c'est le mal. Finalement, si j'ai peur, si je ressens cette peur et que cette peur me contraint, que cette peur diminue ma qualité de vie, me fait du mal concrètement, et parfois même je la rencontre cette peur et elle me fait souffrir concrètement, c'est même plus la peur là, c'est que je suis face à elle et que ça me fait bel et bien peur, enfin ça me fait bel et bien souffrir plutôt, et bien il se dit du coup c'est le mal, voilà, c'est en fait le problème c'est pas moi qui ai peur, c'est pas moi qui suis trop faible, qui suis pas assez fort, c'est l'existence de cette chose qui me fait du mal. La plupart des gens ont ce rapport aux choses, ont ce rapport aux ténèbres, parce que voilà, c'est souvent les ténèbres qui nous font peur. Pourquoi les gens ont peur du noir? Que représente le noir? Pourquoi on représente le mal à travers le noir? C'est assez évident. C'est parce que le noir, c'est l'absence de couleur. Le noir, c'est... Et qu'est-ce que l'absence de couleur? C'est le fait que tu ne vois pas, justement. Le fait de ne pas voir, ça représente le fait de ne pas savoir. Voilà. Et justement, c'est aussi ça la peur, c'est le fait que tu ne comprends pas une chose qui fait que tu en as peur. Peut-être que finalement, cette chose te fait peur et te fait du mal que parce que tu ne la comprends pas. Et donc c'est à cause de ce raisonnement, c'est à cause de ce fonctionnement qui fait que lorsque tu vas leur parler, déjà ce fonctionnement, ça crée des personnes qui sont assez froides, assez méfiantes. Justement, c'est très intéressant parce que les gens, très peu de gens, bah, c'est pas si rare que ça, mais parfois c'est intéressant, c'est-à-dire que quel rapport tu as envers les personnes que tu ne connais pas. Même quand tu vas dire que tu as un rapport neutre, parfois c'est bel et bien neutre, mais parfois c'est de la fausse neutralité. Ça veut dire que toi tu appelles ça de la neutralité, mais en fait eux ils ne te perçoivent pas forcément comme neutre. Eux ils peuvent te percevoir comme étant froid, comme étant distant, comme étant... Ça peut m'arriver aussi, attention. Justement, moi je suis pas très sociable, donc effectivement j'ai pas tendance à être souriant dès le début, en général. Mais si quelqu'un vient me parler, je vais pas lui répondre méchamment, je vais pas... Enfin bon bref. Mais c'est pas incroyable ça, mais voilà. Donc... ça va créer des personnes, ça va donner lieu à des personnes qui sont, euh, qui sont assez méfiants, qui sont assez réticents vis-à-vis des autres. Voilà. C'est en fait comme des personnes, en fait, c'est comme des coquilles, pas des coquilles vides, mais des coquilles, en fait, comme une huître, quoi. C'est-à-dire elle ne s'ouvre pas facilement. Ça peut donner, voilà, des personnes un peu de mauvaise humeur et tout. Quoique pas forcément, mais voilà. C'est des personnes en fait avec cette mentalité-là de t'es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Mais si t'es méchant avec moi, je serai méchant avec toi. Ils se disent pas que si une personne est méchante avec toi, ça peut être, ça peut venir de ta perception. Voilà. C'est pas forcément. Parfois c'est juste une impression, parfois c'est juste une incompréhension. Donc parfois quand quelqu'un t'a l'air mauvais, ça peut être une bonne idée
de quand même réagir avec lui comme si il n'avait pas été mauvais, il avait été gentil, et peut-être que là, ça va vous permettre d'aller sur un bon pied. Voilà, c'est des personnes qui sont très conditionnelles dans leur interaction sociale. Enfin bref. Et donc, comprenez que cette espèce de comportement, d'attitude, c'est-à-dire qui considèrent leur peur comme étant mal et pas comme quelque chose qu'ils doivent affronter, qu'ils doivent surmonter, mais comme quelque chose qui leur fait du mal et dont ils souhaiteraient que ça n'existe pas, et bien lorsque à ces personnes-là tu leur parles du racisme, des méfaits du racisme, des méfaits voilà, de l'intolérance et tout ce qui s'ensuit, avant du féminisme, voilà, de l'homophobie, etc., 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 tous les sujets de gauche, eh ben ils vont tout de suite réagir en disant ah ouais c'est vrai c'est scandaleux, ah ouais c'est vrai c'est inacceptable, c'est horrible, oh les pauvres. Et ils vont tout de suite se mettre dans un état d'esprit où ils vont associer ces choses qu'on leur dit comme étant le mal. Donc un blanc par exemple qui est fier de son pays, qui est fier de sa nation, qui est fier de sa culture et qui veut la protéger, eh ben il va tout de suite associer ça au patriotisme, au nationalisme et donc par extension au racisme, et on lui a fait associer dans sa tête le racisme à l'intolérance, à la méchanceté, à la cruauté, voilà, à l'injustice. Et donc quand tu vas venir lui présenter une personne, un avis, une opinion nationaliste, vu qu'il a cette personnalité de la peur n'est pas un allié qu'il faut affronter et vaincre, mais plutôt quelque chose qu'il faut fuir, qu'il faut combattre, et bien qu'est-ce qu'il va faire, il va soit fuir, soit combattre. Et il va se dire, c'est le mal. Voilà, je parle avec le mal. Et il va pas rentrer dans un état d'esprit de se dire, je vais discuter avec une personne nationaliste pour m'intéresser à ses opinions. L'idée n'est pas forcément de partager son avis, l'idée n'est pas forcément de lui montrer que je suis d'accord. Au contraire, je peux très bien le combattre rhétoriquement, je peux très bien lui montrer à quel point ce qu'il pense est aberrant, que c'est horrible d'avoir ces positions-là. Je peux très bien garder mes positions à moi, je peux très bien rester de gauche, gauchiste, antiraciste, etc. Mais je vais quand même parler avec lui. Ben non, il va se dire, c'est le mal. Il va se dire, mais pourquoi je vais parler avec lui? Déjà, qu'est-ce que j'y gagne en réalité? Qu'est-ce que j'y gagne? C'est le mal. Donc en fait, dans sa tête à lui, justement, c'est pour ça que je vous ai décrit leur personnalité. C'est des personnalités assez froides, en général, parce qu'il y a plusieurs couches. Parce que tu vas me dire non, parce que je connais un gauchiste qui est très sympa. Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'il y a plusieurs couches. Justement, moi-même c'est pareil, ça veut dire qu'il y a plusieurs couches. Voilà, enfin bref. Mais il va se dire, mais je perds mon temps. Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps? Pourquoi est-ce que, pour eux, dans leur tête, ils se disent, mais t'accorder de leur temps, discuter avec toi, se comporter de manière courtoise avec toi, si tu es nationaliste et de leur point de vue raciste, facho, etc., d'extrême droite, etc., eh ben pour eux, c'est comme s'ils te récompensaient. C'est comme s'ils t'encourageaient dans ton comportement. Il faut comprendre aussi que la majorité des gens, ça c'est le deuxième facteur. Le premier facteur, ce sont des gens qui ont peur. Les gauchistes sont des gens qui ont peur. Et donc, il faut comprendre que c'est très délicat. Parce que la question, c'est est-ce que les gauchistes sont irrécupérables? C'est très délicat de parler à quelqu'un qui a peur. Voilà. Et le deuxième facteur, c'est que ce ne sont pas des gens intelligents. Ils manquent d'intelligence. Il faut comprendre que la majorité des gens, déjà à l'école, on ne t'apprend pas à être intelligent. Souvent, tes parents ne t'apprennent pas à être intelligent. Les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas l'envie, n'ont pas non plus l'éducation. Donc pour discuter de ces sujets, ou de réfléchir et de discuter de ces sujets, pour eux, ça n'a pas de... Enfin, pour eux, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie, enfin voilà. Pour eux, ça fait pas vraiment partie de leur vie. Et quand tu vas leur dire, oui, mais tu as besoin d'intelligence pour comprendre que le nationalisme, c'est pas ce que les gens croient, tout simplement. À défaut de dire que c'est bien, déjà, c'est pas ce que les gens croient. Eh bien, ils te disent, mais non, c'est forcément mal parce que on m'a appris que c'était raciste, et le racisme, voilà, ça fait ça, ça fait ça. Et en fait, c'est marrant parce que l'antiracisme est censé combattre des préjugés, mais alors que eux, c'est des gens qui sont remplis de préjugés. Et c'est ça le truc, c'est que on leur enseigne que ne pas être intolérant, ne pas fonctionner à travers ces préjugés, c'est être antiraciste.
Alors que, et donc, alors que être tolérant et ne pas fonctionner avec ses préjugés, ce sont des valeurs en soi. Je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir en tant que tel avec l'antiracisme. Si tu n'apprends pas à discuter avec autrui, lorsqu'il pense différemment de toi, lorsqu'il a une pensée qui te dérange ou qui te choque, tu n'es pas tolérant en réalité. La tolérance, c'est quand tu es face à quelque chose de bizarre, d'étrange, d'éventuellement effrayant, quelque chose qui peut te déranger et que tu vas quand même t'ouvrir à l'autre. C'est ça, s'ouvrir à l'autre. On leur apprend pas les vraies valeurs. En fait, j'allais dire, je dis les vraies valeurs, c'est pas les vraies valeurs. On leur apprend pas du tout la valeur de la tolérance et du fait de ne pas fonctionner avec leurs préjugés. Ils comprennent pas du tout ce que ça signifie. Eux, ils pensent que être tolérant et ne pas fonctionner avec ses préjugés, c'est considérer, c'est traiter ce qui est bien comme bien. Mais c'est le contraire. C'est traiter ce qui est mal comme bien. Ça veut dire que le principe, c'est que tu t'ouvres à la chose et tu te rends compte que ce dont tu as peur n'est en réalité pas effrayant. C'est ça la tolérance et de ne pas fonctionner avec ses préjugés. C'est-à-dire que si par exemple, moi, on me dit, euh, dans un groupe, on me dit, voilà, ne t'approche, ne va pas vers celui-là parce que celui-là, c'est un gars méchant, tu sais, il a fait ça, je sais pas moi, il frappe sa copine, voilà, on l'a vu, il a des photos d'enfants dans son portable, voilà, voilà. Enfin, ça c'est un peu chaud, mais j'aurais pas dû dire ça en fait, mais bref. Non, parce que là, on rentre sur autre chose, hein, la pédophilie, c'est un autre sujet. On va dire, oui, il frappait sa copine, ok, ça très bien, ok, voilà, oui, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Donc, on me met dans la tête une opinion préétablie sur une personne. Imaginons que cette personne, elle vient me voir pour me parler d'un truc, voilà, parce que il a un truc banal, pas forcément pour sympathiser. Imaginons que c'est un truc banal. Si je suis vraiment tolérant et que vraiment je ne fonctionne pas avec mes préjugés, ben du coup, logiquement, je vais mettre entre guillemets ce qu'on m'a dit. Je vais me dire ce qu'on m'a dit, c'est peut-être faux. Soit on m'a menti, soit sans avoir voulu me mentir, peut-être que ce qu'on m'a dit, ben lui-même on le lui a dit, et en fait c'est juste une rumeur, et peut-être que euh, voilà, vous savez, dans une histoire, il faut avoir plusieurs sons de cloche. C'est un peu ça. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir un mauvais jugement sur une personne. Tu peux mal juger une personne en te trompant de bonne foi. Donc, je vais mettre ce qu'on m'a dit de lui, entre guillemets, en suspens. C'est ça, ne pas fonctionner avec ses préjugés. Ça n'a rien à voir avec le racisme ou l'antiracisme. Eh bien, un gauchiste aura tendance à se dire on m'a dit ça de lui, donc c'est une mauvaise personne, et ils vont directement le juger. Et ce sont des gens qui fonctionnent avec leurs préjugés. Et quand ils condamnent le nationalisme de la manière dont ils le font, c'est uniquement parce que c'est des personnes qui justement ne sont pas tolérantes et fonctionnent avec leurs préjugés. Moi, il y a un truc qui m'a toujours interpellé, c'est que pourquoi il n'y a pas des gens de gauche, des gauchistes ou des gens de gauche. Aujourd'hui, ces deux mots sont très proches, hein, parce que justement, la gauche, sommairement, c'est la nouvelle gauche. Bref, pourquoi il n'y a pas des gens de gauche qui vont au fond des choses? C'est-à-dire qui discutent du nationalisme, de l'antiracisme et tout ça, en réfléchissant vraiment, en réfléchissant profondément, en traitant ces sujets en profondeur, et pour pouvoir nous expliquer en quoi il est bon d'être de gauche. Ou pourquoi pas, même ça ce serait encore plus louable, de se remettre en question. Ça c'est intéressant. Je dis pas que les personnes de droite ne sont pas toujours dans cet état d'esprit, mais déjà beaucoup plus. Ils sont déjà beaucoup moins intolérants et ils sont déjà beaucoup plus prêts au dialogue que les personnes de gauche. Les personnes de gauche, je pense que vous en êtes largement rendu compte, ne sont pas du tout dans l'optique de discuter avec des personnes de droite. Alors que pour moi, il devrait y avoir une multitude de débats entre personnes de gauche et personnes de droite. Pourquoi ce n'est pas le cas? C'est certainement pas à cause des personnes de droite. Au contraire, ils n'attendent que ça. C'est à cause des personnes de gauche. Parce que justement, ces personnes de gauche-là, en réalité, ils n'ont pas du tout intégré ces mêmes valeurs qui est censées constituer la gauche, justement. C'est au contraire des personnes qui sont des personnes lambda. Ce sont des personnes qui, tout simplement, agissent comme des personnes totalement normales, c'est-à-dire on leur dit qu'une chose est bien,
eh bien ils vont se dire, et puisque les arguments qu'on leur a apportés leur paraissent vraisalables, donc ils se disent oui, cette chose est bien. On leur explique qu'une chose est mal, puisque les arguments qu'on leur apporte pour leur expliquer que cette chose est mal sont vraisemblables, sont cohérents, donc ils vont pas chercher plus loin, ils vont se dire bah du coup c'est mal, et ils vont s'arrêter là. Et quand tu veux leur expliquer mais non attention, cette chose qu'on t'a dit que c'est bien, c'est pas forcément si bien que ça, non attention, cette chose qu'on t'a dit que c'est mal, c'est pas forcément si mal que ça, ils vont dire ah mais tu racontes n'importe quoi. Parce que c'est des gens normaux, c'est des. Voilà, les juifs appellent ça des goy, je suis bien d'accord, voilà, on peut appeler ça des moutons, on peut leur donner plein de noms, voilà, des PNJ aussi, voilà, c'est des personnes, c'est des gens lambda, quoi. C'est des gens, en fait, ils n'ont pas une réflexion profonde, une réflexion approfondie. Ils sont pas capables de réfléchir au concept. C'est comme tu leur expliques, le médecin t'a donné ce médicament, mais ce médicament n'est pas forcément bon pour toi. Il va te répondre, tu dis n'importe quoi. Il va pas se dire, bah oui, ça reste une possibilité. Je t'ai pas dit de sauter à pieds joints dans les affirmations que t'as dit ton ami. Bien sûr que non. Voilà, faut pas passer de croire tout ce qu'on te dit à la télévision au total complotisme. Vous comprenez, l'idée c'est d'avoir un... comment on appelle ça voilà, l'esprit de logique. Je sais pas comment... C'est quoi déjà le nom? L'esprit critique, voilà. L'idée est d'avoir un esprit critique. Voilà. Le médecin t'a donné un médicament, faut comprendre que lui, le médecin, il n'est pas chimiste, ok? Il est pas physicien, il n'est pas chimiste, ok? Euh, donc il peut se tromper en réalité. Voilà, il t'a peut-être pas renseigné sur tous les effets secondaires. Peut-être qu'il y a un effet secondaire qui sera particulièrement mauvais sur toi. Enfin voilà, ils comprennent pas en fait, c'est des gens qui n'ont pas l'intelligence. Ils ne comprennent pas à quel point le monde peut être complexe. Justement, ils vont se dire ben non, le médecin il a fait des études et donc il est forcément au courant de ce qui est bon pour moi ou non, donc il peut pas me donner un médicament que je ne devrais pas prendre. Pour eux, c'est impensable. Ça aurait pu être plus intéressant si j'avais nommé cet audio les gauchistes sont-ils des malades mentaux? Parce que c'est vrai que parfois oui, parfois c'est vrai qu'ils y ressemblent, parfois effectivement il y a des choses aberrantes qu'ils peuvent dire. Je sais pas, de dire les pastèques c'est raciste, des trucs comme ça, tu te dis mais c'est quand même incroyable. Ou quand par exemple, va y avoir une blanche qui s'est faite agresser, violer, tuer par une bande voilà, de racisés, on va leur dire, ben regarde, ça c'est un peu la démonstration du racisme anti-blanc. Ils vont te dire, ben non, le racisme anti-blanc n'existe pas parce il n'est pas systémique. Voilà, là effectivement, on est un peu dans la maladie mentale, c'est vrai. Enfin, en tout cas, ça s'en approche. Mais justement, non, les gauchistes, à l'inverse, ne sont pas du tout malades mentaux. Ils sont au contraire extrêmement lambda. C'est des gens vraiment du quotidien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont si nombreux. Justement, c'est pourquoi les droitards sont... droitards, moi ça me dérange pas ce mot, sont... C'est pas tout le monde qui est droitard, c'est parce que justement les droitards sont des personnes qui vont au fond des choses. Je peux donner un exemple sur internet, t'as une personne qui s'appelle Psychodélique. Psychodélique, au départ, il était de gauche. Lui, il se dit apolitique, je sais, mais il est toujours de gauche d'ailleurs. Hein. La vraie gauche, la gauche authentique, il a toujours le même logiciel de gauche. C'est juste qu'il comprend que la gauche actuelle est totalement aberrante dans son comportement. Et voilà, simplement parce qu'il va au fond des choses, simplement parce qu'il analyse l'actualité de manière impartiale, qu'il finit par comprendre que la gauche accuse la droite de choses qu'elle fait elle-même. Il a fini par comprendre ça. Pourtant, à aucun moment il a dit sur sa chaîne de voter RN, pas du tout. Voilà, il n'a pas des pensées nationaux. Et bien figurez-vous que psychodélique, voilà, n'importe qui a un esprit critique et qui va au fond des choses, comprend que la gauche est aberrante. Et n'importe qui au contraire a envie de rester sur ses préjugés et va forcément... il va forcément... En fait, ce qu'on lui a désigné comme étant le mal, eh ben il va jamais changer d'avis. Et il va se croire intelligent en se disant moi je suis intelligent et je suis bon parce que moi je ne me suis jamais ouvert au mal. Voilà, c'est un fonctionnement très religieux. N'ouvre jamais ta porte au diable, n'ouvre jamais ta porte au démon. Moi, y avait quelqu'un de Nassau, je l'ai pas laissé parler. Directement, je me suis levé, je suis parti. Waouh. T'as été vraiment une super bonne personne, hein. Waouh. Au lieu de nous raconter qu'il, je sais pas, qu'il a sauvé la vie d'un enfant ou un truc comme ça, qu'il a vraiment fait une bonne action. Non, lui, il se sent bon dans la vie parce que parce qu'il ne discute jamais avec des personnes nationalistes. C'est un comportement de personnes lambda en réalité. Les gens de gauche ne sont pas du tout des malades mentaux, malheureusement. Au contraire, c'est exactement le défaut inverse. Ils sont beaucoup trop normaux.
Et maintenant, je vais parler de comment on peut se comporter avec eux. Il y a beaucoup de gens, même parmi les nations, qui ne savent pas débattre, qui ne savent pas discuter. Lorsque tu débats, il est très important d'écouter l'autre. Tu dois d'abord écouter l'autre pour pouvoir lui répondre. Il faut se mettre à sa place, faut te mettre à la place de ton interlocuteur. Il faut comprendre un truc essentiel, c'est que tu ne peux pas forcer une personne à te comprendre, tu ne peux pas forcer une personne à changer d'avis, même si même si tu avances des arguments logiques, il est totalement possible qu'il te donne tort sans prendre la peine de contredire, sans prendre la peine de répondre à tes arguments. C'est-à-dire on pourrait croire qu'il va contre-argumenter, même même de manière illogique, mais non. Il va simplement se contenter de dire, va simplement se contenter, enfin voilà, va simplement se contenter de rester sur son opinion et de dire non, mais parce que il va simplement te répéter ce qu'il connaît et ne pas répondre à l'argument que tu lui as donné. Parce que c'est pas une personne. La majorité des gens n'ont pas une pensée propre. La majorité des gens réfléchissent en répétant plus ou moins ce qu'on leur a dit, en répétant plus ou moins ce qu'ils ont compris. Donc ils sont pas capables d'appréhender un nouvel argument, d'appréhender une nouvelle idée et de réfléchir sur cette nouvelle idée. Et ça, il faut que tu le respectes. Lorsque tu débats avec quelqu'un, il faut que, au contraire, tu vas bien plus montrer que la personne devant laquelle tu es ne sait pas réfléchir, ne sait pas débattre, en acceptant le désaccord, en acceptant qu'il ne change pas d'avis. Tu lui dis, ben voilà, moi je t'ai donné mes arguments, tu m'as pas répondu. Voilà. Ça sert à rien de lui couper la parole, de dire non mais réponds-moi, etc., etc. Il y a plein de gens qui comprennent pas. Et quand tu réalises que les gauchistes sont des personnes avant tout qui ont peur, faut comprendre qu'il faut être très délicat avec les gens qui ont peur. La première étape pour moi, c'est de leur montrer que nous ne sommes pas des monstres et de leur montrer que il y a une logique derrière le nationalisme. En réalité, si les gens sont nationalistes, c'est bien, c'est pas pour rien. Il y a des raisons à ça. Et les personnes de gauche ne les comprennent pas, ils ne veulent pas les comprendre. Donc ils ne sont pas bien placés pour nous juger, en réalité. Parce que même en se mettant dans une optique de gauche, ben, au bout d'un moment, c'est trop. Voilà. Et j'aimerais terminer cette longue audio hein, par une chose. Alors, oui, avant que j'oublie, il y aura d'autres audios, normalement. Croyez-moi, dans ma tête, j'ai vraiment pas chômé. Hein. Vraiment, je vous reviens avec des idées, des sujets complètement fous, vraiment. Notamment sur le racisme. Enfin voilà, bon, je préfère ne pas trop prévoir, ne pas trop vous révéler les sujets à l'avance parce que voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que effectivement, il y aura des trucs vraiment dingues. Je sais même pas si cet audio fera des vues. Hein. Je sais même pas si j'aurai ne serait-ce qu'une dizaine de vues. Peut-être que à cause de mon absence, il y aura peut-être que les gens m'ont oublié. Je sais pas. Je me faisais la réflexion peut-être que finalement, je dois plus justifier mon retour que mon absence en réalité. Mais bon. Mais moi, en fait, c'est un plaisir de faire ces audios. Il faut comprendre que j'ai des idées en tête. J'ai des idées vraiment intéressantes, vraiment profondes. Pas cet audio-là. Non, 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 non. Cet audio-là, c'est juste l'introduction, cet audio-là. Justement, le plus intéressant est à venir en réalité. Voilà. Enfin, notamment un truc. Euh, donc, oui, j'aimerais terminer cet audio en vous disant que si c'est pas trop tard, allez voter. Hein. Voilà, moi, en tout cas, moi je suis pour le vote. Moi je considère pas du tout que le vote est inutile. Déjà, j'ai une question à poser à ceux qui disent que le vote est inutile. Qu'est-ce qui dans la vie est inutile? Dites-moi, juste dites-moi, est-ce qu'il existe quelque chose dans la vie qui soit inutile? Rien n'est inutile, faut bien comprendre ça. En fait, les gens ils disent que les gens qui votent sont des gens qui ont une mentalité d'assister. Moi je pense qu'au contraire, ne pas voter, c'est avoir une mentalité d'assister. Parce que c'est quoi la psychologie d'une personne qui ne vote pas? Euh, Si t'es une personne qui s'en fout, ça je comprends. Mais quand quelqu'un il va dire ouais moi je suis nation mais je vote pas pour le RN parce que ça sert à rien. Mais en fait pourquoi tu votes pas pour le RN? Parce que t'as envie que le RN résout tous tes problèmes et comme tu sais que ça va pas que le RN ne va pas résoudre tous tes problèmes, mais tu te dis ça sert à rien. Mais l'idée n'est pas du tout que le RN te résolve tous tes problèmes. L'idée c'est d'amener un climat politique. Le RN c'est un autre climat politique que la gauche. Voilà. Et il y a un truc tout simple, c'est que si vraiment ça servait à rien, pourquoi les gauchistes donnent autant de mal pour faire en sorte que le RN ne passe pas en faisant barrage?
Expliquez-moi. Déjà, je comprends pas. Pourquoi? Faut le leur dire à eux dans ce cas-là. Parce que eux, ils savent, hein. Eux, justement, ils comprennent que ça sert pas à rien, apparemment. Ne serait-ce que pour les faire chier, putain de merde. Ça c'est un truc que je comprends pas. Juste pour les faire chier. Admettons que ça servait effectivement à rien. Juste pour les faire chier. Et dernier argument, si ça sert vraiment à rien, c'est justement en variant les parties qu'on va montrer que peu importe le parti qui passe, ben ça donne toujours la même chose. Donc justement, si tu penses que ça sert à rien, fais en sorte que tous les partis passent, comme ça, ben on verra bien que peu importe de quel côté du prisme politique on se met, c'est toujours la même chose et ça ne change strictement rien. Voilà, tout simplement. Écoutez, je pense que ce sera tout. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je sais pas, il me semble pas. Voilà, allez voter, hein, ça. Voilà, en fait, s'il ne serait-ce qu'une personne qui ne comptait pas voter, vote en écoutant mon audio, euh, vraiment, vraiment, c'est que mes audios ne servent vraiment pas à rien sur Internet. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup de votre écoute, surtout si vous m'avez écouté jusque-là. Et rien que le fait d'avoir cliqué sur mon audio, c'est déjà très sympa, quoi, parce que je ne sais même pas si j'aurai des écoutes. Si j'en ai pas, ça m'empêchera pas forcément de continuer pour autant. En tout cas, bref, je vous remercie encore une fois et je vous dis à une prochaine audio, que j'espère prochaine. Salut, ciao.